que du coup vous pouvez juste faire un petit débriefing pour ceux qui n'étaient pas là de qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant, qu'est-ce que vous avez appris en lien avec les livres audio par rapport au travail qu'on fait en cours? Il y avait pas mal qui étaient raccord avec ce qu'on avait fait en cours déjà, au début surtout. Ouais. Vis-à-vis de quoi? De l'édition, des usages? Vis-à-vis de l'édition et des usages, justement un peu l'évolution que ça avait pris. Ouais. Pourquoi. Ok. Ensuite, moi j'ai surtout retenu un peu le côté historique. Oui. Qui avait été évoqué. Alors du coup, j'ai pas non plus tout compris parce qu'il parlait un peu vite et c'était en anglais, mais... La première intervention de Mathieu Rouberry, ouais. Ça, oui. C'était un peu de... Enfin voilà, il fallait quand même pas trop mal comprendre l'anglais, mais oui, il y avait beaucoup d'éléments historiques intéressants, effectivement. Ok. Les autres, vous avez des choses à rajouter du coup sur cette journée d'études de vendredi dernier? Ouais. Moi j'ai trouvé, en fait il y avait une dame, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait une dame qui faisait un peu le récap de comment ça se passait au niveau de la réglementation. Oui, un point juridique, ouais. Ouais. Mais en fait elle a vraiment fait un focus sur comment on gère la voix dans les livres audio. Elle a expliqué plein de faits intéressants sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, que je savais. Ok, donc le point juridique, ça vous a semblé intéressant? Ouais, étonnamment. Ouais, ouais, étonnamment. Oui, en fait, c'est vrai que c'était intéressant parce que effectivement, elle a replacé le livre audio dans la juridiction de façon plus large concernant la voix, hein, effectivement, et en disant qu'il y avait plein d'usages commerciaux possibles de la voix des individus, hein. Voilà, que c'était une donnée à caractère personnel, que c'était un élément protégé, attaché à la personnalité de l'individu, etc. Ok. D'autres choses à rajouter par rapport à cette journée d'études? Ouais. Bon, alors ceux qui ont pu venir, c'est vrai que c'était intéressant quand même de voir un petit peu, ça vous permettait de compléter un petit peu ce qu'on voit en cours, et puis c'est intéressant aussi de voir à la fois des chercheurs parler de leurs recherches, et puis ce qui était intéressant là aussi, c'est qu'il n'y avait pas que des chercheurs, hein, il y avait aussi des professionnels du livre audio, notamment il y avait une éditrice qui a présenté un peu le champ éditorial du livre audio, les différentes maisons d'édition, les distributeurs, etc. Ok, donc après ce petit point, aujourd'hui on va faire une séance consacrée à l'enquête. Donc normalement jusque-là, avec Claire Ducournau, vous avez fait les séances introductives sur la sociologie des publics et de la réception de façon un petit peu générale. Et puis vous avez fait aussi plusieurs points sur le livre audio, sa production, ses usages, etc. Puis peut-être vous avez déjà un petit peu commencé à réfléchir aussi sur les façons de faire de la recherche sur les livres audio. Il me semble à travers un des articles, ou un ou deux des articles que vous avez eu en exposé, vous avez eu à lire jusque-là. Dans la séance d'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'enquête en essayant de formuler une problématique. Donc on va commencer par un point méthodo sur la problématique, sur comment est-ce qu'on construit une problématique sociologique. Normalement, à ce sujet, vous étiez censé lire le texte de Cyril Lemieux sur ce sujet, comment est-ce qu'on construit une problématique sociologique. Voilà, c'était écrit sur le synopsis du cours. Je ne sais pas si Claire a pensé à vous le rappeler ou pas la semaine dernière. Au cas où vous ne l'ayez pas lu, c'est pas dramatique, je vais faire un rappel en début de séance des éléments essentiels de méthodologie qu'il y a dans ce texte, et après on s'appuiera sur ces éléments de méthodologie pour essayer de construire une problématique concernant les livres audio et leur réception. Alors évidemment, quand je dis essayer de construire la problématique, c'est un petit peu artificiel ici dans la mesure où on l'a déjà fait les années précédentes, on a déjà commencé l'enquête, donc en vrai on a déjà une problématique, mais ici évidemment on va faire ça comme un exercice pédagogique où le but est que vous retrouviez la problématique qu'on a déjà, voilà, que vous refassiez les étapes de la démarche pour aboutir à la problématique. Donc voilà, comme ça, ça vous permet de voir comment on construit une problématique, ce qui pourra être utile pour vos propres travaux de recherche, de mémoire, en particulier si vous adoptez dans votre mémoire un angle d'approche
sociologique, sciences sociales. Après, en fonction de votre angle d'approche, ça sera plus ou moins pertinent, mais ça pourrait être utile pour ceux qui veulent faire justement une étude de réception dans le cadre de leur mémoire ou de façon plus générale une enquête de terrain de type enquête sociologique. Donc voilà, ça c'est le premier temps de la séance qui va déjà nous occuper une bonne partie. Et ensuite, on commencera à travailler sur les modalités de l'enquête. Donc, Madame Ducournau a dû vous expliquer aussi qu'il y avait plusieurs modalités de validation possibles pour le cours cette année, que vous pouviez soit plutôt travailler sur la réception, donc en travaillant sur des transcriptions d'entretiens qui ont déjà été faits, éventuellement en faisant de nouveaux entretiens pour compléter, ou alors vous pouviez travailler, autre possibilité, plutôt sur la production, en faisant une analyse d'une maison d'édition en particulier, d'un producteur de livres audio, enfin voilà, ou d'une structure productrice de livres audio, de façon plus large. Du coup, dans le deuxième point, on va commencer à préciser un petit peu la forme que ça peut prendre, ces deux modalités d'enquête. On va surtout parler aujourd'hui du côté réception, de comment est-ce qu'on s'y prendrait pour faire des entretiens, quel type de questions on va poser. Vous allez réfléchir un petit peu aux questions et puis on essaiera d'arriver sur le guide d'entretien en fin de séance. Et je pense qu'on n'aura probablement pas le temps de commencer à parler de la partie production. On en reparlera dans une prochaine séance. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Donc, pour commencer sur la problématique, du coup, je m'appuie, comme je disais, sur ce texte de Cyril Lemieux qui s'appelle « Problématiser » que vous avez normalement disponible sur Moodle. C'est un texte qui est tiré d'un manuel d'enquête sociologique dirigé par Serge Pogam. D'un point de vue méthodo, si vous vous lancez pour votre mémoire dans une enquête sociologique, je vous conseille vraiment cet ouvrage, il est vraiment bien. C'est une collection de chapitres écrits à chaque fois par différents auteurs qui abordent différentes étapes, différents points méthodologiques de l'enquête. Donc il y a le texte de Cyril Lemieux sur la problématique, il y a un autre texte que je vous mettrai aussi sur Moodle pour ceux qui voudront faire des entretiens sur comment est-ce qu'on fait un entretien. Voilà, il y a des textes plus sur l'analyse, sur faire une enquête quantitative, etc. Il y a vraiment différents aspects comme ça qui sont abordés et tous les textes sont de bonne qualité. Alors, en ce qui concerne la problématique, qui c'est qui l'a lu, juste pour que j'ai une idée, qui c'est qui l'a lu le texte du coup de Cyril Lemieux? Donc il y en a 3, 4, 5. Alors, dans ce texte, en fait, il commence par expliquer ce que n'est pas une problématique sociologique. Il commence par expliquer qu'est-ce qu'il faut éviter quand on essaye de formuler une question de recherche. Et notamment, il va présenter deux types de questions à éviter. Alors, ceux qui l'ont lu, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi ces deux types de questions à éviter? Ouais? Les questions descriptives et scolastiques. Voilà, les questions descriptives d'une part et les questions scolastiques de l'autre. Alors, est-ce que vous vous rappelleriez assez pour expliquer qu'est-ce que c'est? Non? Ok. Les autres? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce que c'est que donc Cyril Lemieux il appelle une question descriptive ou une question scolastique? C'est un peu deux écueils opposés à éviter. Ouais. C'est pas descriptif, j'aurais tendance à dire que c'est une question assez directe. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Et scolastique, je sais pas du tout. Ok, bon. Alors, je vais commencer par les questions scolastiques, c'est peut-être les plus faciles à expliquer. Une question scolastique, en fait, c'est, on peut aussi dire question philosophique. C'est peut-être plus simple à retenir comme ça. Donc les questions scolastiques ou questions philosophiques, ça va être des réflexions un petit peu générales, des questions qui ont l'air profondes, mais donc qui relèvent plus de la philosophie que de la sociologie. En fait, les questions scolastiques, typiquement, c'est des questions où on va s'interroger un petit peu de façon théorique sur les choses, sur la nature des choses, sur des concepts. Et du coup, c'est des questions qui ne nécessitent pas forcément qu'on fasse une enquête pour y répondre. C'est des questions auxquelles on peut réfléchir dans son fauteuil, dans sa bibliothèque,
et où on n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour y répondre. Par exemple, si on se demande quelle est la nature de la société, ou quelle est la place de l'humain dans la société, enfin voilà, des choses comme ça, hein, l'homme est-il un animal social, etc. On a vraiment des questions qui pourraient avoir l'air sociologiques parce qu'elles portent sur la société, hein, sur la vie des hommes en société, mais en fait c'est des questions philosophiques parce que la question de la société est abordée vraiment de façon théorique. On n'a pas besoin de faire une enquête pour y répondre. L'autre type de questions à éviter, c'est les questions descriptives. Alors les questions descriptives, cette fois, c'est bel et bien des questions qui s'interrogent sur les faits, qui s'interrogent sur le monde social, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des questions empiriques. Vous connaissez l'adjectif empirique? Qu'est-ce que ça désigne? Ouais? Ce qui relève de l'expérience réelle. Ouais, ce qui relève de l'expérience réelle, ce qui relève du réel, hein, de façon générale. Et par exemple, hein, dans les disciplines scolaires, universitaires, on oppose souvent des disciplines plutôt abstraites, théoriques, avec des disciplines plutôt empiriques. Hein. Est-ce que vous avez des exemples? Disciplines abstraites, théoriques versus empiriques. Oui? Entre les mathématiques et par exemple la physique. Ouais, tout à fait. Hein, les mathématiques, ça va être une science abstraite, théorique, où en fait on ne parle pas du réel. Hein. Quand on fait du mathématique, on manipule des concepts mathématiques. Et puis, par contre, la physique, là, on va parler de phénomènes réels, matériels, hein, qui ont lieu dans l'expérience, dans le monde réel. Okay. Si on peut faire la même opposition entre philosophie et sociologie, hein, où en philosophie, de la même façon, on va manipuler des concepts, des idées, dans le sens de Platon, hein, on va réfléchir à l'essence des choses, etc. Tandis qu'en sociologie, on va plutôt s'intéresser au réel, à la société telle qu'elle est vécue. Donc, les questions descriptives, cette fois, c'est bien des questions qui s'interrogent sur les faits, qui s'interrogent sur le monde social, mais qui ne sont pas encore suffisamment problématisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas articulées à la formulation d'un problème ou d'une énigme à résoudre. Pour avoir une bonne question sociologique, il faut à la fois que ce soit une question qui nécessite un travail empirique pour y répondre, et il faut aussi que ça soit une question qui implique la formulation d'un problème, d'une énigme à résoudre. Exemple de question descriptive, hein, voilà, si on s'interroge sur la société, ça pourrait être quelle est la répartition des emplois dans la société, hein, voilà, combien il y a quel est le pourcentage d'ouvriers dans la structure des emplois en France, par exemple. Et donc ça, c'est une question, elle est uniquement descriptive. Évidemment, il faut aller faire une enquête sur le terrain, il faut faire des statistiques sur les emplois, et puis voilà, vous allez trouver que le pourcentage d'ouvriers, vous avez une idée? C'est toujours intéressant de... Vous avez une idée, c'est combien le pourcentage d'emplois d'ouvriers dans les emplois en France? 40%. Les autres, qui dit plus, qui dit moins? Moins? Plus? Ouais. C'est autour de 30%. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une question, effectivement, voilà, là j'ai répondu. J'ai dit, hein, c'est autour de 30%, question descriptive, réponse descriptive, mais on n'a pas résolu une énigme sociologique, hein, en posant cette question, en répondant ça. C'est juste c'est un fait, éventuellement un fait intéressant à savoir, mais c'est juste le fait. Donc, Cyril Lemieux nous dit donc que l'esprit sociologique, il vise à rendre problématique le monde social dans lequel nous vivons, et à formuler une énigme ayant ceci de spécifique que sa réponse appelle nécessairement à la fois la construction d'un objet sociologique et une démarche d'enquête empirique. Donc autrement dit, hein, une bonne question sociologique, elle doit à la fois comprendre la construction d'un objet sociologique. On va revenir sur ce que ça veut dire, hein, mais c'est justement cette histoire de trouver une énigme, un paradoxe à résoudre, et puis une démarche d'enquête empirique. Ça va jusque-là?
Je précise que les diapositives, je vous les mets sur Moodle, hein, donc si jamais, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, mais voilà, si jamais vous n'arrivez pas à tout bien noter, vous les retrouverez sur Moodle. Elles sont peut-être déjà d'ailleurs, si jamais ceux qui sont au fond ne voient pas bien et préfèrent les prendre sur leur écran, c'est une possibilité. Ça c'était un peu les principes généraux, hein, les deux obstacles à éviter et puis l'objectif auquel on veut arriver. Pour arriver à cet objectif, Cyril Lemieux il propose une méthode, hein, une démarche en 4 étapes. Alors je vous fais les 4 étapes, vous allez voir ça a l'air un petit peu abstrait dit comme ça, et puis après on va voir l'exemple que Cyril Lemieux donne dans le texte, et bien sûr ensuite on l'appliquera au cas de notre travail sur les livres audio. Alors, première étape, s'emparer d'une croyance partagée ou d'un constat reconnu relatif à l'objet qu'on entend étudier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une croyance partagée relative à l'objet qu'on entend étudier? Souvent, c'est un type de discours assez répandu dans la société, hein, sur le thème, l'objet dont on parle. Et souvent, ça va être intéressant de s'appuyer sur des préjugés, des stéréotypes, etc. C'est intéressant de partir des stéréotypes parce qu'après, ça va nous amener, hein, à se demander est-ce qu'ils sont vrais, à les déconstruire, à les nuancer, etc. Donc on commence par s'emparer d'une croyance ou d'un constat reconnu relatif à l'objet dont on veut, qu'on veut étudier. Deuxième étape, on en tire une série d'inférences logiques ou d'énoncés prédictifs. Autrement dit, hein, on formule les choses de la façon suivante. Si petit 1 est vrai, alors on devrait avoir comme résultat petit 2. Ou alors on devrait observer petit 2. Et là, on essaye de trouver des idées, des conséquences du petit 1. Ensuite, troisième étape, faire apparaître un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent les inférences logiques ou les prédictions qu'on vient de tirer. Alors c'est là qu'on se rend compte que pour formuler une problématique sociologique, il faut déjà avoir quelques connaissances sur le sujet dont on veut parler. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir fait des lectures, il faut déjà savoir un petit peu, est-ce qu'il y a déjà des recherches sur ce sujet qui existent, hein, et il faut déjà avoir quelques données en fait empiriques à mobiliser pour pouvoir mettre en évidence justement un paradoxe. Donc si vous voulez, le paradoxe, il est vraiment entre le petit 1, petit 2 et le petit 3. On doit s'appuyer sur des éléments empiriques, sur des données, des choses qu'on sait déjà, hein, qui viennent contredire les conclusions du petit 1 qu'on a tiré à l'étape 2. Ça va jusque-là? Ok. Et petit 4, on en arrive vraiment à la formulation de la problématique à proprement parler, hein. Se demander comment, si les croyances partagées ou les constats reconnus relatifs à l'objet sont vrais, ces éléments empiriques peuvent exister. Donc en gros ici ça revient à se dire, si petit 1 est vrai, comment expliquer qu'on observe en réalité petit 3? D'accord? Si les croyances partagées relatives à l'objet sont vraies, comment on peut expliquer qu'il existe ces éléments empiriques qu'on a déjà observés, qu'on a déjà mesurés, hein, sur la thématique. Donc il y a vraiment cette idée-là de mettre en évidence un paradoxe entre des croyances sur un sujet et puis entre des faits qui ont déjà été observés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'énigme qui est... Cyril Lemieux, il formule ça sous forme d'énigme. J'aime bien l'idée d'énigme parce que ça rend les choses un petit peu intéressantes. Après, on a l'impression d'être un détective qui veut résoudre une énigme. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en évidence un paradoxe, une opposition qu'on va chercher à expliquer, à résoudre. Donc voilà pour la démarche. Bon, ensuite... Dans le texte, hein, si vous l'avez lu, si vous le lisez plus tard, vous verrez que Cyril Lemieux il illustre cette démarche par les exemples d'ouvrages classiques
de sociologie. Donc il va reprendre la démarche d'Émile Durkheim dans Le Suicide, la démarche de Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et celle de Norbert Elias dans La société de cours, en montrant comment dans ces ouvrages classiques on retrouve les différentes étapes de cette démarche de formulation de la problématique. Elles ne sont pas forcément faites aussi explicitement que Cyril Lemieux le fait ici dans cet article méthodologique, mais il montre qu'on retrouve ces étapes dans donc, ces grands classiques de la sociologie. Alors, du coup, illustrons ça par un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret peut-être. Donc, dans la suite du chapitre, Cyril Lemieux il prend un exemple complètement fictif pour expliquer cette démarche en 4 étapes. Donc il appelle ça l'apologue des 3 promeneurs. Il imagine une rue dans laquelle on a un promeneur qui se balade et où on trouve 24 maisons dont les fenêtres sont rectangulaires, suivies d'une maison aux fenêtres rondes. Bon. Et là il se dit quelles sont les questions que pourrait se poser un promeneur. Et donc il imagine 3 promeneurs qui arrivent dans cette rue et qui se posent chacun une question différente vis-à-vis de la forme des fenêtres des maisons. Il y en a un qui va se poser une question philosophique, scolastique, il y en a un qui va se poser une question descriptive, et puis enfin il y a le sociologue qui va se poser la question sociologique. Alors, imaginons donc cette rue avec ses 24 maisons à fenêtres rectangulaires et la 25e maison à fenêtres rondes. Qu'est-ce que ça pourrait être la question philosophique, scolastique qu'on pourrait se poser? Est-ce que vous avez une idée? Soit de vous rappeler de votre lecture du texte, soit de vous essayer d'imaginer. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question un peu philosophique sur la forme des fenêtres des maisons? Ça vous semble plus facile, vous pouvez commencer par la question descriptive. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question descriptive sur la forme des fenêtres des maisons? Là, c'est plus simple quand même. Ouais? Pourquoi une seule maison a des fenêtres rondes? Alors, pourquoi une seule maison a des fenêtres rondes? C'est pas tout à fait descriptif. Là, c'est déjà plus sociologique quand même comme formulation. Donc, vraiment la question descriptive où on aurait répondu rapidement en citant quelques chiffres. Ouais. Combien de maisons rectangulaires, combien de maisons aux fenêtres rectangulaires y a-t-il? Ouais, voilà, par exemple, on pourrait se demander combien de maisons ont des fenêtres rectangulaires dans cette rue. Ça, c'est une question descriptive. Ou alors, on pourrait se demander quelle est la forme, de façon un tout petit peu plus large, quelle est la forme des fenêtres dans cette rue. Ça, c'est une question descriptive aussi. Vous avez besoin d'être dans la rue pour y répondre, donc c'est bien une question qui implique d'aller sur le terrain, qui est bien une question empirique, mais voilà, une fois que vous y êtes, il vous suffit de compter le nombre de maisons. Ici, il n'y a pas d'énigme à résoudre. Donc, par exemple, quelle est la forme des fenêtres dans cette rue? On a ici une question descriptive. Alors, un petit peu plus compliqué, peut-être une question philosophique sur la forme des fenêtres des maisons. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se distinguer des autres? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se distinguer des autres? Ça pourrait être presque sociologique, ça, comme question. Parce que là, déjà, vous se distinguer des autres, là, vous pensez tout de suite aux habitants de la maison. Et si vous posez une question sur les habitants de la maison, on pourrait aller les interroger. Ça serait une enquête de terrain. Donc là, ça serait plus sociologique. Ouais. Quel sens donne-t-il à la forme de leurs fenêtres? Ouais, là c'est pareil, comme vous dites il, ça sous-entend les habitants de la maison, mais si on formulait ça de façon un peu plus large, du style quel sens l'humanité donne-t-elle à la forme des fenêtres des maisons, ça serait plus philosophique, ouais. Voilà, si on disait quelque chose comme, peut-être il y a encore d'autres propositions sur les questions philosophiques? Non? Si on se disait, voilà, est-ce que l'essence de la fenêtre d'une maison est d'être carrée ou rectangulaire? Là, on serait dans une bonne question philosophique. Est-ce que l'essence d'une fenêtre est d'être rectangulaire? Voilà, donc, les questions que peut se poser le promeneur. On peut se demander de façon descriptive quelle forme ont les fenêtres de ces maisons, ou de façon plus scolastique, philosophique,
le rectangle n'est-il pas attaché à notre façon de concevoir ce que doit être la fenêtre d'une maison, hein. On est assez proche de ce que vous disiez quand même tout à l'heure. Ok. Et du coup, la question sociologique qu'on pourrait se poser, hein, que le troisième promeneur donc se pose, qu'est-ce que ça pourrait être, une question sociologique? Ouais. Pourquoi certaines personnes vont choisir d'avoir des fenêtres rondes ou des fenêtres rectangulaires? Ouais, hein. Si on est un petit peu plus précis, là, ça pourrait être la question. Hein. Alors que toutes les fenêtres de la rue sont rectangulaires, pourquoi celles de la 25e maison sont rondes? C'est assez proche de ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, en tout premier. Alors que toutes les fenêtres de la rue sont rectangulaires, pourquoi celles de la 25e maison sont rondes? Et du coup, pour arriver à cette question, on peut vraiment reprendre la démarche en 4 étapes. On va essayer de le faire, hein, pour que vous voyez bien. Première étape, je me promène dans la rue, je constate que toutes les fenêtres de la maison, hein, voilà, je vois une première maison, deuxième maison, troisième maison, cinquième maison, 10e maison, toutes les maisons ont les fenêtres rectangulaires. Donc, constat, les fenêtres, petit 1, hein, constat, croyance relative aux fenêtres, les fenêtres dans cette rue sont rectangulaires. Donc, on en tire des inférences logiques, étape numéro 2. Si les fenêtres dans cette rue sont rectangulaires, alors les fenêtres de la prochaine maison devraient aussi être rectangulaires. Or, petit 3, le promeneur qui continue d'avancer dans la rue se rend compte tout d'un coup que en fait, les fenêtres de la prochaine maison ne sont pas rectangulaires, mais rondes. Du coup, là, on a un élément empirique, hein, les fenêtres rondes, qui vient contredire les inférences logiques qu'on avait fait précédemment. Alors, si toutes les fenêtres sont carrées, ben, les fenêtres de la prochaine maison seront carrées aussi. Okay? Et donc c'est comme ça qu'on en arrive, petit 4, hein, à se demander, alors que toutes les fenêtres de la rue sont rectangulaires, pourquoi ou comment expliquer, hein, que celle de la 25e maison soit ronde. Okay? Donc en fait, la formulation, hein, d'une problématique sociologique, il faut toujours qu'il y ait vraiment ce paradoxe qui soit formulé, et au niveau vraiment de l'énonciation, au niveau linguistique, formuler un paradoxe, ça passe souvent par des formulations du style « alors que », pourquoi, ou alors que, comment, ou alors que, comment expliquer que. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Si petit a est vrai, alors pourquoi on observe petit b, etc. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de formulations grammaticales comme ça qui mettent en avant une opposition, hein, et voilà. Alors ça, c'est un peu des petits trucs de langage qui vous aident à formuler les choses. Si vous vous dites, bon, il faut que je trouve une question qui se formule de la façon suivante, ça va vous aider à trouver la question. Ça va jusque-là? Ok, bon. Du coup, on va essayer de faire ça sur la question des livres audio et notamment sur la question de la réception des livres audio, la question des usages des livres audio. Alors, première étape, s'emparer d'une croyance partagée ou d'un constat reconnu relatif à l'objet qu'on entend étudier. Donc là, l'objet qu'on entend étudier, ça serait quoi? Les livres audio, et puis peut-être un petit peu plus précisément, on va s'intéresser là aux usages, aux réceptions, au public des livres audio. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée reçue, comme stéréotype sur les personnes qui écoutent des livres audio ou sur l'écoute de livres audio de façon générale, en vous appuyant sur ce que vous avez déjà vu, hein, dans les séances précédentes, sur la lecture et sur les livres audio en particulier. Oui? Que c'est juste une distraction de fond en second plan. Ouais, que les livres audio c'est quelque chose de l'ordre de la distraction. Alors vous dites en second plan, donc peut-être ça veut dire que si on compare par rapport à de la lecture visuelle, c'est une lecture moins concentrée, moins active. Ouais, ok, première idée. Très bien. D'autres idées? Oui? Que les lecteurs de livres audio, quand les auditeurs sont déjà des lecteurs assidus. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment
un stéréotype ou c'est plutôt quelque chose qu'on sait déjà parce qu'il y a déjà des enquêtes dessus? C'est quelque chose, c'est juste quelque chose qu'on avait vu. Ouais, donc ça sera plutôt quelque chose qui nous sera utile pour le point numéro 3, hein, pour les éléments empiriques qu'on connaît déjà. Restons plutôt dans des choses qui sont de l'ordre des stéréotypes. Ouais. Ce serait uniquement destiné aux personnes malvoyantes. Oui, tout à fait. Hein, l'idée que les livres audio, c'est destiné à un public en particulier, ou à certains publics en particulier, donc les personnes malvoyantes, pardon, mais aussi peut-être les enfants, ouais, bien sûr. Donc l'idée que les livres audio, c'est avant tout pour les enfants, pour les personnes malvoyantes, oui. Est-ce que vous avez d'autres idées? Que c'est ennuyant à écouter, que ça captive pas vraiment notre attention. Que c'est ennuyant, que ça captive pas vraiment l'attention. Ouais, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur l'idée que c'est un peu moins, que c'est un rapport au texte un peu moins actif, peut-être. Est-ce que vous avez encore d'autres idées de stéréotypes qu'on pourrait avoir sur les livres audio? Bah, si on creuse un peu cette idée de dire que c'est du divertissement, si on le présente de façon même un peu caricaturale, hein, pour accentuer le trait, on pourrait même aller jusqu'à dire, évidemment, stéréotype sur lequel on pourrait s'appuyer, ça pourrait même être de dire, écouter des livres audio, c'est pas de la vraie lecture. Parce qu'on n'est pas concentré comme quand on lit vraiment un livre sur papier, etc. D'autres idées? Ouais? Que ça pourrait être de moins bonne qualité littéraire. Ouais, que c'est de moins bonne qualité littéraire. Alors peut-être que du coup, vous voulez dire que les textes qui sont enregistrés en livre audio, c'est par exemple pas des classiques de la littérature, ça va plus être, je sais pas, alors des histoires pour enfants, des romans policiers, des choses un petit peu moins reconnues d'un point de vue littéraire. Ouais. Vous avez encore d'autres idées? C'est pas mal, déjà. Alors, on peut partir effectivement de cette idée stéréotypée, un petit peu répandue sur les livres audio, que écouter des audiolivres, ça serait pas de la vraie lecture, parce que ça serait une lecture moins active, moins légitime, un rapport dématérialisé, donc potentiellement distant au texte. Et puis on peut aussi, ah oui ça vous l'avez pas dit, mais c'est aussi une idée, c'était un peu sous-entendu quand même dans certaines de vos formulations. On pourrait aussi partir de l'idée que c'est pour les mauvais lecteurs, que les gens qui écoutent des livres audio, c'est des gens qui aiment pas lire, et que du coup ils écoutent les livres audio pour avoir des histoires, mais parce que en fait ils ont la flemme de lire un livre, ils n'aiment pas lire un livre. Donc l'idée que c'est pas de la vraie lecture et que ce serait pour des gens qui seraient des mauvais lecteurs et lectrices, des gens qui n'aiment pas lire ou qui recherchent un support facile ou peu onéreux, qui veulent pas faire vraiment l'effort de la lecture. Ok. Donc, une fois qu'on a dit ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme inférence logique ou énoncé prédictif? Autrement dit, si écouter des livres audio, c'est pas de la vraie lecture, si c'est pour les mauvais lecteurs et lectrices, qu'est-ce qu'on devrait observer quand on fait des enquêtes sur la réception des livres audio, sur les usages des livres audio? Que le public, c'est principalement des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Ouais, voilà, que le public qui écoute des livres audio, c'est principalement des gens qui lisent peu, n'ont pas l'habitude de lire. Ouais, ok, première conclusion qu'on peut en tirer. Il y avait d'autres mains levées? Peut-être vous aviez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer d'autre? Je voulais dire la même chose, mais sinon, au niveau de la qualité littéraire, il y a des auteurs eux-mêmes qui disent un livre, c'était classique, qu'on a vu l'étranger par exemple. Donc au final, ça serait pas été dire que c'est une moins bonne qualité littéraire, alors que l'auteur lui-même va une œuvre classique qu'il a écrite. Je sais pas si c'était clair. Oui, si, c'est très clair, mais du coup, ça rentre pas dans cette case-là, ce que vous dites. Ça serait plutôt justement pour l'étape 3, les choses qui viennent contredire. Donc là, ce que je vous demande, c'est de partir de cette idée-là, dont on s'est emparé, et d'en tirer du coup des conclusions. Des choses qu'on devrait observer si ceci est vrai. Ouais.
Vu que c'est moins légitime, ça toucherait moins les classes dominantes que les classes populaires. Oui, voilà, probablement, si c'est un type de lecture moins légitime, ça devrait être un type de lecture moins présent chez les lecteurs et lectrices qui ont le plus de capital culturel. Ouais, ok, très bien. D'autres idées de conclusions qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut inférer de ça? Ouais. Ce ne serait pas un marché qui intéresse les grandes maisons d'édition et... Ouais, tout à fait. Hein, si c'est pas de la vraie lecture, ça intéresserait pas les grandes maisons d'édition, surtout celles qui sont un peu prestigieuses ou qui ont l'habitude de faire, de se concentrer sur de la littérature plus légitime. Ouais. D'autres idées encore? Qu'il n'y aurait pas forcément de code. Non, de code quant à la lecture d'un livre audio, et que ce serait, n'importe qui pourrait lire un livre audio, narrer un livre à l'oral, quoi. Ah, au niveau de la production. Oui, au niveau oui, du coup que l'incarnation du texte. Ouais, ce serait pas forcément un enregistrement de bonne qualité, et du coup n'importe qui pourrait le faire en fait. Oui. Ouais, ok, ouais. Est-ce que vous avez encore d'autres idées? C'est bien, vous avez dit plein de choses super intéressantes. Non? Alors, du coup, si écouter des audiolivres c'est pas de la vraie lecture et que c'est pour les mauvais lecteurs et lectrices, du coup, ce qu'on peut en tirer comme idée principale, c'est que les auditeurs les auditeurs et auditrices de livres audio seraient donc principalement de faibles lecteurs et lectrices qui consommeraient dans ce format des textes peu légitimes et qui seraient peu attentifs à la matérialité du texte. La matérialité du texte, c'est-à-dire au style, à l'écriture, dans un sens un petit peu être attentif au texte en tant qu'objet littéraire. Donc peu attentif à la matérialité du texte et aurait une attitude passive face au texte. Donc on écoute le texte de façon passive, sans forcément l'analyser, sans forcément faire attention à la construction narrative, etc. Sans forcément réfléchir. Ok. Ça va jusque-là? Ouais. Alors, donc, on est parti de stéréotypes. On en a tiré des inférences logiques. Et du coup, maintenant, on va, troisième étape, faire apparaître un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent les inférences logiques ou les prédictions qu'on vient de tirer. Si vous voulez, je vous remets les prédictions qu'on vient de tirer pour y réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant comme élément empirique dans ce que vous avez déjà vu en cours dans les séances précédentes ou dans ce que vous avez pu entendre à la journée d'études la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a comme éléments empiriques qui viennent contredire ces inférences logiques qu'on a tirées? Ouais. On a vu que la plupart des personnes qui consomment du livre audio étaient de base lecteurs et lectrices et que c'était le format qui les intéressait plus qu'une flemme de lire. Oui, en fait, dans les enquêtes qu'on a déjà, notamment les enquêtes quantitatives sur les auditeurs, auditrices de livres audio, on a notamment les enquêtes du Syndicat national de l'édition qui fait des enquêtes quantitatives là-dessus. On a le Centre national du livre aussi qui a fait des enquêtes quantitatives sur l'écoute de livres audio et on a constaté dans cette enquête qu'en fait les personnes qui écoutaient des livres audio étaient plutôt non pas des faibles lecteurs et lectrices mais plutôt au contraire des grands lecteurs et lectrices. Des gens qui lisent beaucoup de livres papier et qui lisent aussi, qui écoutent aussi des livres audio. Donc ce serait plutôt quelque chose peut-être de complémentaire. Ouais, d'autres choses, d'autres éléments empiriques que vous avez déjà vus dans les séances précédentes qui viennent contredire cette idée? Ouais. Que le type de livre qui serait le plus consommé, il me semble que c'était de la littérature. Et du coup, ce serait des textes légitimes et pas, d'illégitimes et pas. Oui, oui, effectivement, les enquêtes qu'on a fait sur la consommation de livres audio montrent que les consommations de livres audio, en fait, elles se répartissent dans plein de genres différents, y compris les plus légitimes, y compris la littérature, qui occupe effectivement une part importante du marché. Ouais. Est-ce vous avez encore d'autres éléments en tête? Oui. On parlait du stéréotype du
capital culturel, dans le sens où ce serait réservé aux petits lecteurs qui n'auraient pas spécialement beaucoup de capital culturel. Or, le profil des auditeurs, c'est plus des CSP+. Oui, hein, ça c'est ce qu'on... est-ce qu'on l'a déjà dit? Je sais plus maintenant. Ah oui, non, on avait plus parlé en termes de petits lecteurs, grands lecteurs. Pardon? J'ai entendu ça. Non, mais du coup, effectivement, hein, non, mais vous avez raison, les profils de personnes qui écoutent beaucoup de livres audio, c'est... après, là, ça dépend un petit peu des éditions de l'enquête, hein, mais notamment dans les éditions de 2017-2018, le profil type qu'ils ont établi de l'auditeur-auditrice de livres audio, c'est plutôt une femme une quarantaine d'années, plutôt aisée économiquement, avec un capital culturel développé, etc. Ok, donc, d'autres idées encore peut-être? Ouais? Je sais pas ce qu'on a dit, mais je crois que du coup, au niveau des maisons d'édition, oui, des maisons d'édition assez prestigieuses comme Gallimard qui ont des collections plus longtemps de livres audio. Oui, tout à fait. Hein. Donc ça vient contredire l'idée que ce serait un format de lecture peu légitime. Hein. On a des maisons d'édition prestigieuses qui produisent des livres audio déjà depuis, qui sont emparés de ce format déjà depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut, pour récapituler, un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent donc les inférences logiques ou les prédictions qu'on vient de tirer. Donc, je reviens aux prédictions quand même pour que ce soit plus clair. Hein. Donc, les auditeurs et auditrices seraient donc de faibles lecteurs et lectrices, consommeraient dans ce format des textes peu légitimes, seraient peu attentifs à la matérialité du texte, auraient une attitude passive face au texte. Or, on constate que ce sont majoritairement les grands lecteurs et lectrices qui consomment des audiolivres et qu'ils sont sensibles à la qualité de l'enregistrement. Notamment à la voix de l'interprète qui est un critère de choix pour la sélection des titres à lire, enfin à écouter. Au niveau des ventes, un autre point qui est intéressant à noter par rapport à l'idée que le livre audio c'est quelque chose de dématérialisé et que du coup ça implique peut-être un rapport plus distant au texte. Au niveau des ventes, les supports matériels, comme les livres audio sur CD notamment, restent encore majoritaires et l'offre d'audiolivres concerne tous les genres et tous les niveaux de légitimité, y compris donc des textes très légitimes. Et enfin, on retrouve chez les auditeurs et auditrices de livres audio les usages habituels de la lecture, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des usages de ces écoutes de type divertissement, mais on va aussi avoir d'autres usages peut-être plus légitimes de la lecture, comme ce qu'on appelle en sociologie de la lecture les usages éthico-pratiques. On reviendra sur cette notion dans une prochaine séance. Et on trouve aussi des usages plus savants des textes, avec l'attention au style, à la qualité littéraire du texte, qui s'exprime aussi bien sûr à l'oral, qui s'exprime voire mieux pour certains types de textes à l'oral. Je pense notamment à des textes très poétiques ou au théâtre, où on va encore mieux, où le style va être encore mieux mis en valeur par la lecture à voix haute. Ça va pour cette étape? Donc plusieurs éléments empiriques qui viennent contredire les inférences logiques qu'on avait tirées. Et du coup, on en arrive à la quatrième étape, la formulation de notre problématique. Se demander comment, si les croyances partagées ou les constats reconnus relatifs à l'objet sont vrais, ces éléments empiriques peuvent exister. Du coup, vous voulez vous poser la question, j'ai été trop vite. Est-ce que quelqu'un veut tenter une formulation de... alors que, comment expliquer que, alors que, dans le sens que vous voulez? Ouais. Alors que... je sais pas si c'est trop descriptif justement. Essayez, on verra. Alors que les livres audio
perçue comme une pratique destinée aux enfants, aux personnes aveugles. Ouais. Comment expliquer que une grande partie du public soit des grands lecteurs? Ouais, c'est pas mal du tout. Non, c'est parfaitement sociologique. Ça englobe pas l'ensemble des éléments qu'on a mis en évidence ici, mais en tout cas au niveau de la démarche, c'est correct. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Ouais. Alors que le livre audio est considéré comme un format court. Comme un, pardon? Un format court. Ouais. Comment expliquer que le lecteur type est un lecteur cultivé et déjà habitué avec le livre? Ouais, très bien aussi comme formulation. Oui. Alors que le livre audio est une pratique illégitime, enfin, est considéré comme une pratique illégitime, comment considérer son augmentation, enfin son... Ouais, là, faudrait être plus précis parce que le fait que ça ait du succès, on pourrait expliquer ça par, c'est de plus en plus de gens à faible capital culturel qui en consomment, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ou peut-être comment expliquer son succès chez les grands lecteurs et lectrices ou chez les personnes à fort capital culturel, plutôt. Complétez votre début de phrase. Alors que... ce serait du coup, alors que le livre audio est considéré comme un élément de culture illégitime chez les grands lecteurs? Non. Enfin, si je reprends votre phrase, du coup, ça pourrait donner. Alors que le livre audio est considéré comme un objet culturel peu légitime, comment expliquer son succès chez les personnes à fort capital culturel? Ok. Ça pourrait être ça. Vous voyez, du coup, on a l'opposition. Oui, ouais. Oui, je vois. Ok. Alors, du coup, justement, la phrase que je vous propose est assez proche de ça. Comment expliquer le succès des livres audio auprès des grands lecteurs et lectrices, malgré leur légitimité ambiguë et leur aspect dématérialisé? Première formulation. Comment expliquer le succès des audiolivres auprès des grands lecteurs et lectrices, malgré leur légitimité ambiguë et leur aspect dématérialisé? Ok, donc là, on arrive à l'étape 4 de la formulation de la problématique. Après, une étape un peu bonus, si vous voulez, que je vous conseille de faire, c'est toujours de vous demander déjà, à ce moment-là, de construction de la problématique, de vous demander déjà, est-ce que vous avez des hypothèses ou des éléments de réponse à cette première formulation à partir des données dont vous disposez déjà. Donc, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on a déjà comme hypothèse, à partir de ce que vous avez déjà vu en cours? Comment expliquer donc ce succès des audiolivres auprès des grands lecteurs et lectrices, malgré leur légitimité ambiguë et leur aspect dématérialisé? Ouais. Que ça peut donner une expérience différente avec ce que je peux ajouter à la lecture. Ouais, que c'est une expérience différente par rapport à la lecture visuelle. Oui, donc quelque chose qui serait en fait complémentaire. Vous vouliez rajouter autre chose? Que l'aspect dématérialisé, c'était pratique pour combler des moments où on n'a pas le temps de lire, donc par exemple des trajets ou des choses comme ça. Ouais, que du coup ça permettrait de rajouter de la lecture finalement dans des moments du quotidien où jusque-là c'était pas possible. Ouais, oui. Que l'essor du numérique accompagne la désacralisation du livre matériel. Oui, on peut faire le lien effectivement avec ça. Et en même temps, petite nuance, dans les enquêtes sur la lecture, on observe quand même que les individus restent très attachés au livre en tant qu'objet.
que voilà, malgré le fait que maintenant il existe des livres audio de plus en plus, hein, l'offre se développe beaucoup, qu'il existe des livres en format électronique, les gens qui aiment lire en général aiment bien avoir des livres papier physiquement chez eux, avoir leur collection, leur bibliothèque, etc. Petite parenthèse. D'autres idées encore? Le fait d'avoir quelqu'un qui lit un texte, ça rajoute une strate de compréhension parce que c'est une interprétation. Ouais, le fait que l'interprétation justement vient enrichir l'expérience de lecture, ouais, c'est une bonne idée aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Le premier point, évidemment le plus important, c'est celui que vous avez soulevé au début, c'est l'idée qu'on va être dans un effet dans quelque chose de l'ordre de la complémentarité, hein, entre les livres, entre la lecture visuelle et l'écoute de livres audio, plutôt que dans un phénomène de concurrence entre livres audio et livres papier. Donc ça, c'est un effet qui est assez connu en sociologie de la culture. Ça va être ce qu'on appelle le principe du cumul, ou un effet de cumul. Le principe du cumul, c'est que en général, les individus qui ont des pratiques intenses dans un domaine, dans les pratiques culturelles, hein, de façon générale, les individus qui ont des pratiques intenses dans un domaine ont généralement des pratiques intenses dans d'autres domaines culturels. Hein. Par exemple, les individus qui vont beaucoup au musée sont aussi les individus qui lisent beaucoup et qui vont beaucoup au théâtre, etc. C'est vraiment cette idée de logique de cumul plutôt que de concurrence entre différentes activités. Et ce cumul, il est évidemment plutôt caractéristique des individus à fort capital culturel. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc, première hypothèse explicative, l'idée d'une complémentarité plutôt que d'une concurrence entre les livres audio et les livres papier. Et puis, ce que vous disiez vis-à-vis de la qualité, de l'importance de l'interprétation, on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y a une espèce de transfert de l'attachement au papier, au livre en tant qu'objet, à l'attachement à la voix de l'interprète, où on va faire attention à la qualité, alors au choix de la voix, est-ce qu'elle nous plaît ou pas, mais aussi à la qualité de l'interprétation. Et du coup, avec Claire Ducournau, on a trouvé cette formulation qu'on aime bien, qu'on a repris pour le titre d'un article, de l'article qu'on a fait sur cette enquête, à partir de cette enquête qui va paraître bientôt, le grain de papier et le grain de la voix. Où dans les deux cas, on a un aspect matériel de la lecture, la qualité du papier qu'on va pouvoir apprécier, la qualité de l'édition, le livre qui est de bonne qualité, etc. Et où la qualité pour les livres audio, la qualité de l'interprétation, donc le grain de la voix, est-ce que c'est bien lu, est-ce que l'auteur met le ton, etc. Autre élément explicatif qu'on pourrait avoir, c'est finalement la socialisation et le capital culturel, avec l'idée que le capital culturel des individus, leur socialisation culturelle, agirait à la fois sur les pratiques de livres audio et sur les pratiques de lecture dans un sens plus visuel, traditionnel. En gros, du coup, les gens qui... ça rejoint un peu l'idée de cumul, les gens qui sont déjà socialisés à aimer lire ont statistiquement plus de chances d'aimer aussi écouter des histoires. Ça va jusque-là? Ouais? Ok. Alors, du coup, donc ça c'est l'étape 4 de la démarche de Cyril Lemieux. Une fois qu'on a quand même déjà réfléchi un petit peu à des hypothèses, des éléments de réponse, des fois ça nous permet d'enrichir un petit peu la formulation. Et du coup, c'est comme ça qu'on en arrive à cette proposition de formulation qui est un peu plus complète. Comment les pratiques d'écoute de livres audio s'articulent-elles à des pratiques de lecture traditionnelles souvent intenses, selon le milieu social, le genre, l'âge, le parcours scolaire et professionnel des individus. Voilà, ça c'est notre problématique un peu finale, si vous voulez. Comment les pratiques d'écoute de livres audio s'articulent-elles à des pratiques de lecture traditionnelles souvent intenses,
selon le milieu social, le genre, l'âge, le parcours scolaire et professionnel des individus. Et on a quelques... Ça, c'est vraiment la question centrale, si vous voulez, de la problématique. Et puis après, on a des questions un petit peu secondaires. Hein. Quel rôle y joue le capital culturel et les logiques de distinction sociale? Comment les usages sociaux et les modes de consommation des textes écoutés et des textes lus se complètent-ils ou, au contraire, hein, se distinguent-ils? Et enfin, comment les rapports aux livres physiques et aux livres enregistrés s'articule-t-il dans un contexte social où l'écrit est dominant? Oui. Ça, c'est la problématique entière ou c'est plusieurs propositions? Ou c'est plusieurs propositions problématiques? En fait, moi je vois ça comme il y a une question principale et celle-là, et après en fait les trois questions suivantes, c'est peut-être pas très bien présenté, j'aurais peut-être dû mettre des sous-points en fait. Hein. Pour moi, c'est des sous-questions, mais qui sont sous-entendues dans cette grande question, mais que c'est utile d'expliciter pour plus de clarté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, merci. Voilà, donc ça c'est la problématique sur laquelle on s'est appuyé pour faire l'enquête jusque-là, en tout cas la partie réception de l'enquête. Donc vous voyez effectivement cette problématique, elle est centrée plutôt sur l'usage, sur la réception des livres audio. Et une question qu'on peut se poser, c'est du coup comment le travail sur la production, ça vient s'inscrire là-dedans. Donc comment le travail sur la production, ça vient s'articuler avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Cette problématique, vous voyez, elle est plus centrée sur l'usage des livres audio, sur l'usage, la réception. C'est vraiment une problématique sur la réception des livres audio. Les pratiques d'écoute de livres audio, usage, mode de consommation des textes, rapport aux livres, rapport aux textes enregistrés. C'est vraiment une problématique qui porte sur la réception et sur la consommation, l'usage des livres audio. Ma question, du coup, c'est comment le travail sur la production, qu'on vous invite aussi à faire dans le cadre du cours, enfin voilà, selon ce qui vous intéresse, vous allez pouvoir travailler soit plus sur la réception, soit plus sur la production. Quel est le lien avec le travail sur la production? Comment le travail sur la production de livres audio s'articule avec cette problématique? Enfin, voilà, ma question, en fait, si j'essaie de la formuler mieux, c'est comment une analyse de la production de livres audio aide à répondre à cette problématique qui porte plutôt sur la réception. Ouais. Parce que justement, quand on produit quelque chose, on va s'intéresser aux usagers. Ouais. Du coup, on a besoin de ces données sociologiques pour savoir qui est-ce que ça va toucher le marché du livre audio. Et aussi comment on va le développer. Oui, alors du coup là ça voudrait plutôt dire que les producteurs de livres audio ont besoin de nous pour apporter des réponses à cette problématique sur la réception pour pouvoir faire leur activité. Et du coup ça répond pas vraiment à pourquoi nous on a besoin d'étudier la production alors qu'on travaille plutôt, alors que la problématique est plutôt orientée sur la réception. Ouais. Parce que bon, alors là, du coup, je pense vachement au cours qu'on a eu, mais on a des maisons d'édition qui ont poussé cet objet culturel pour qu'il se démocratise dans le grand public et qu'il sorte de la niche où il était ça s'adresse à des personnes aveugles et malvoyantes ou à des enfants. Donc là, il y a vraiment eu un positionnement quasi militant de dire en fait, vous écoutez pas, mais vous allez écouter. On va vous montrer que c'est cool, quoi. Oui, alors autrement dit, si je reformule un peu ce que vous dites, autrement dit, il y a une influence de la production et des conditions de production sur la réception. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Du coup, on avait étudié, en tout cas je parle d'un texte qu'on avait étudié, et du coup, la femme avait l'intention de démocratiser les livres pour les classes populaires, mais ça n'a pas du tout fonctionné.
je suis d'accord. Oui, alors effectivement, il peut y avoir des stratégies éditoriales qui ne fonctionnent pas. Et puis, on aura l'occasion... Est-ce que j'ai changé ce texte? Non, on a toujours ce texte. Il y a quelqu'un qui va faire un exposé, quelqu'un, je ne sais pas, ou 2 personnes, qui doit faire un exposé à un moment sur le texte, sur la lecture du Seigneur des Anneaux. Dans ce texte, on verra qu'il y a souvent des différences entre les réceptions supposées des individus par les producteurs notamment et les réceptions effectives. Donc oui, bien sûr, il y a une discordance entre parfois la vision des publics des producteurs et la réalité des publics, ou ce que les producteurs imaginent de la réception de leurs œuvres et la vraie réception de leurs œuvres. Mais quand même, quand on travaille sur la réception, pour répondre à la question, j'auto-réponds à ma question, pourquoi c'est important et intéressant de s'intéresser à la production quand on travaille sur la réception, c'est parce que la réception, en fait, elle se comprend quand même vis-à-vis d'une offre qui existe, qui a des caractéristiques particulières. C'est-à-dire que la réception, si on travaille sur la réception des livres audio chez les lecteurs francophones en France, ça implique quand même de savoir quelle est l'offre de livres audio qui est disponible pour ces lecteurs. En gros, à quoi est-ce qu'ils vont être confrontés quand ils s'abonnent à une plateforme qui leur donne accès à des livres audio. Qu'est-ce qu'ils vont trouver s'ils vont dans un magasin, dans une librairie, dans le rayon livres audio? Qu'est-ce qu'ils vont trouver s'ils vont à la bibliothèque, à la médiathèque Émile Zola, sur le pôle Homer, donc le rayon livres audio de la médiathèque, etc. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on travaille sur la réception, de faire toujours, enfin, pas toujours, mais au moins un minimum de travail sur la production, de faire une petite étude de la production dans un premier temps pour comprendre finalement sur la réception de quoi on travaille, pour déjà bien délimiter notre objet d'étude, le livre audio, et pour savoir à quoi les auditeurs, auditrices, plus généralement les lecteurs et lectrices, si on travaille sur la lecture, sont confrontés. Et du coup, sur vraiment la réception de quoi on travaille. Ça va, cette idée-là, c'est clair pour tout le monde? Pourquoi c'est important de travailler un petit peu sur la production, même si l'angle d'étude, la problématique est plutôt centrée sur la réception? Parce que la réception, évidemment, elle prend sens dans un contexte éditorial, elle prend sens face à une offre spécifique qu'il est utile de connaître, du coup, pour mieux en comprendre la réception. Voilà. Ça n'implique pas forcément, bien sûr, que la réception est toujours celle qui est attendue par les producteurs. Au contraire, on a souvent beaucoup de jeux qui sont faits avec les attendus des textes, les implications des textes, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que j'arrive au bout du coup de ce point sur la problématique? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va? Ouais, la démarche est bien claire, la problématique, je vous la remets rapidement, la problématique à laquelle on a abouti, ça vous semble clair, ça vous semble logique? Ouais? Ok. Alors, du coup, il nous reste 3 petits quarts d'heure. On va essayer de commencer à travailler un petit peu sur le guide d'entretien et les modalités de l'enquête documentaire. Je vais éteindre les diapos, enfin, ouais. Je vais vous faire travailler un petit peu par groupe pendant un quart d'heure. Je vais vous faire réfléchir à des questions potentielles pour le guide d'entretien, puis après on essaiera de mettre un petit peu en commun, de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme catégorie dans la grille d'entretien, etc. Tant que j'y pense, juste pour la semaine prochaine, il faudrait que vous lisiez le texte de Anne Simonin qui est disponible sur Moodle. Préparer la séance de la semaine prochaine avec Claire Ducournau. Et voilà. Donc, gardez, je vais peut-être vous laisser quand même la problématique au tableau, ça va vous aider. Donc ça, c'est la problématique, c'est notre question de recherche. Ça, c'est pour nous, en tant que chercheurs et chercheuses, on sait que notre objectif, c'est essayer de répondre à cette question. Évidemment, on ne va pas poser la question comme ça aux enquêtés. Ça va pas, ça risque de les laisser un petit peu perplexes, et puis nous on va vouloir leur poser des questions probablement plus précises, plus détaillées sur leurs pratiques, etc.
Du coup, ce que je vous propose là, on prend un quart d'heure, vous pouvez vous mettre par petits groupes. Ce qui serait pas mal, c'est que vous commenciez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire des groupes pour le travail et pour l'évaluation dans les séances précédentes, ou pas du tout. Pas du tout. Ben, peut-être ça serait bien déjà que vous essayiez de constituer des groupes, de vous mettre par voilà, 2, 3 ou 4. Et puis, donc là aujourd'hui, on va réfléchir à des questions pour le guide d'entretien, mais après, assez rapidement, au sein de vos groupes, il faudra réfléchir, est-ce que vous souhaitez travailler plutôt sur la réception, hein, plutôt faire de l'analyse des entretiens, et avec éventuellement un entretien supplémentaire, ou plutôt travailler sur la production, donc plutôt faire l'analyse d'une maison d'édition, d'un producteur de livres audio, etc. Ok ? Voilà. Je vous laisse essayer de déjà faire un petit peu des groupes entre vous, voir ce que ça donne. Et puis donc vous commencez à essayer de noter des questions, hein, voilà. Se dire concrètement, ben, on a un auditeur, une auditrice de livre audio en face, qu'est-ce qu'on lui pose comme question ? Alors, je vous laisse, concrètement, je vous laisse jusqu'à moins le quart, hein, pour qu'après on ait le temps de faire un peu une mise en commun. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps. C'est vraiment un peu juste un brainstorming assez basique. Attends, je vais passer en face.
Même la prof, elle se voit. Et si vous êtes capable de s'en passer un Vous voulez faire son c'est vrai que là, quand on regarde vous savez pas interpréter mais il y a la structure aussi, donc il n'y a pas de avant, vous avez redemandé de toute façon, quand on parle de la fonction, on parle de qui va vraiment dans cette maison d'édition. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, en mode si on prend, je sais pas, genre, si on fait une maison d'édition un peu engagée ou un truc comme ça, genre en on peut partir sur on voit ce qu'on peut et après sur le c'est une idée.
plus en mode, si on décode des productions, ça serait en mode pour les actuellement là, une bonne notion sur ça là. Ah, c'est super drôle. Est-ce qu'on peut faire des trucs maintenant? C'est caché. Non, mais je pense qu'elle a réussi dans le bon, bah ouais. Trouver les questions à poser. Parfois on commence. Donc nous on va plutôt faire sur la et là du coup on doit faire sur ça. Enfin, on est censé. Après si vous voulez faire autre chose. Ah ok. Oui, oui. C'est tout à fait vrai. C'est juste que comme tout à l'heure, quand elle a donné le temps, elle a dit travailler sur un développement d'enquête et elle a donné l'exemple sur la production de moi j'ai noté que ça m'a embrouillé. Mais oui, c'est alors que c'est cette problématique. Moi j'aimerais juste savoir pour les dates, du coup là sur le truc, avant le 20 novembre, mais sur la première pour moi, il faut juste faire un exposé de la maison. L'idée c'est de pareil de pouvoir faire un exposé si tu veux, mais c'est vraiment pour limiter oui, on doit après faire un mais là, je suis un peu dans ça. C'est peut-être des trucs qui vont pas passer. L'évaluation avant de juste sur un des textes là, il y a une page oui, c'est pas oui, je pense bon, non, c'est
C'est 6 pages maximum, le compte rendu. J'avais pas vraiment vu qu'il nous explique parce que là c'est trop ça y est, c'est des gros ouvrages, c'est 300 pages. Il croit trop qu'on a que ça à faire. Oui. Oui. Moi j'ai une petite question concernant justement les... Faites votre question rapidement. Une première et deuxième évaluation. Il y a 2 questions. Dans tous les cas, le 20 novembre, on va faire une séance où on va travailler sur vos matériaux en particulier. Donc dans tous les cas, il faut avoir fait quelque chose pour le 20 novembre. Si vous travaillez sur la production, il faut déjà avoir des documents documentaires à apporter sur lesquels vous allez travailler pendant la séance de cours. Et si vous faites sur la réception, il faut avoir un entretien sur lequel vous allez travailler. Et après, le 16 décembre, c'est le dossier final. Non, c'est une recherche plus documentaire sur la production. Mais ça peut être... c'est quand même assez approfondi. Alors j'essaie de refaire un petit point sur les modalités d'évaluation parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc je vous accorde que le document de consigne n'est pas super clair parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Et notamment il y a les modalités d'évaluation pour vous, donc les étudiants en présentiel. Il y a les modalités d'évaluation pour... tiens, j'ai oublié de couper l'enregistrement, ça va être très casse-pied à écouter. Je m'excuse pour les étudiants en EAD. J'essaierai de faire un petit montage et de couper le brouhaha. Donc voilà, il y a des modalités un petit peu différentes selon que vous êtes inscrit en présentiel ou en EAD. Dans les deux cas, vous avez le choix entre deux types de travail, soit de faire un travail plutôt sur la réception des livres audio, soit de faire un travail plutôt sur la production des livres audio. Okay ? Donc si vous faites le travail sur la production, c'est un travail plutôt documentaire où vous allez devoir choisir une structure productrice de livres audio. Ça peut être une maison d'édition, ça peut être une collection en particulier, ça peut être une association aussi qui produit des livres audio, qui fait la promotion des livres audio.
dont vous allez devoir étudier un petit peu l'historique, le catalogue, le positionnement éditorial, le public visé, etc. Donc c'est vraiment une recherche plutôt documentaire. Ça peut impliquer de d'éplucher leur site internet, par exemple. Ça peut impliquer voilà, d'aller faire une analyse de leur catalogue, etc. C'est première possibilité, travail sur la production. Deuxième possibilité, un travail sur la réception, donc dans la lignée du travail qu'on a fait les années précédentes. Le travail sur la production, il consiste à faire l'analyse d'entretien. Donc pour l'analyse d'entretien, on va vous mettre à disposition une sélection d'entretiens particulièrement intéressants des années précédentes. Et si vous faites le travail sur l'analyse des entretiens, il faudra que vous choisissiez parmi cette sélection d'entretiens une sous-sélection d'entretiens de 3 ou 4 entretiens sur lesquels vous allez travailler en particulier et que vous rajoutiez un entretien supplémentaire de façon soit facultative si vous êtes un groupe de 2, soit obligatoire si vous êtes un groupe de 3 ou 4. Ok ? Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est le grand principe. Jusque-là, ça vous semble à peu près clair ? Alors, autre question parce qu'on m'a posé, la problématique du coup du travail de recherche, de façon générale, on a tous la même problématique, c'est celle qu'on vient de définir, de mettre au point ensemble, d'accord ? Et du coup, le travail soit de documentaire, soit d'enquête de terrain que vous allez faire, il va dans tous les cas contribuer à approfondir cette problématique. Si vous travaillez sur les entretiens, notamment si vous faites un nouvel entretien, là aussi, le principe c'est qu'on ait tous la même grille d'entretien, qu'on pose tous les mêmes questions aux enquêtés, ce qui nous permet après de comparer les entretiens réalisés. Okay ? Donc là, ce que je voulais faire ce matin, c'était commencer à vous faire travailler sur la grille d'entretien. Je ne sais pas si on va beaucoup avoir le temps d'avancer parce qu'il y avait beaucoup de petites choses à régler. Il fallait commencer à constituer les groupes, il fallait que vous commenciez à réfléchir. Est-ce que vous voulez travailler plutôt sur la production, plutôt sur la réception? Donc il y a pas mal de choix à faire pour vous. Donc là, j'ai noté un petit peu la constitution des groupes. C'est pas définitif, ça peut évoluer. Voilà, il y a 1 ou 2 personnes qui sont seules. Vous pouvez tout à fait encore, bien sûr, rejoindre un groupe. Il y a des groupes aussi où ils sont 2. Vous pouvez éventuellement vous mettre ensemble 2 groupes de 2 pour faire un groupe de 4. Enfin voilà, ça peut évoluer, mais réfléchissez-y quand même assez rapidement avec qui vous voulez travailler parce que assez rapidement, on va quand même commencer à avancer dans le travail de groupe. Donc voilà, essayez de préciser dans la semaine prochaine, les 2 prochaines semaines. En tout cas, nous on se revoit là vous allez avoir une séance de cours peut-être un petit peu plus théorique, un peu moins centrée sur l'enquête avec Madame Ducournau la semaine prochaine. Nous on se retrouve dans 15 jours, on va refaire une séance vraiment plus centrée sur l'enquête. Donc ça serait bien que d'ici 15 jours, vous soyez à peu près au clair sur avec qui vous travaillez. Avec qui vous travaillez, est-ce que vous êtes un groupe de 2, un groupe de 3, un groupe de 4 et aussi avoir déjà une idée, est-ce que vous voulez plutôt travailler sur la production, plutôt sur la réception. Comme ça me permettra déjà un petit peu de mieux vous accompagner, vous guider. Voilà, est-ce que, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ouais. Je sais pas trop, il me semble que j'ai compris ce qu'on a dit pour la partie production des livres audio. Ouais. Et pour la partie réception, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est dans ce cas-là qu'on va avoir des entretiens déjà faits? Oui. Et que faudra juste rajouter un autre entretien? Oui, c'est ça. En fait, les années précédentes, on a travaillé surtout sur la réception et donc du coup, on a accumulé pas mal d'entretiens faits par les étudiants les années précédentes. Ils sont plus ou moins longs, plus ou moins riches. Ça dépend évidemment des personnes qui ont fait passer les entretiens, ça dépend des personnes interrogées qui sont plus ou moins bavardes, qui ont plus ou moins de choses intéressantes à dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre une sélection de ces entretiens à disposition et le travail que vous avez à faire sur la réception, ça va être d'analyser une partie de ces entretiens en rajoutant un entretien supplémentaire
si vous êtes un groupe suffisamment nombreux pour faire ce travail-là. Okay. Mais du coup, parce que pour la production, on étudie vraiment comment les livres audio sont produits, donc je dirais le départ. Mais la réception, du coup, ça veut dire qu'on va se porter sur le public auquel s'adressent les livres audio. Ouais, la réception, ça veut dire que vous faites un entretien avec un auditeur ou une auditrice de livres audio, quoi, en les interrogeant sur leur goût, leur pratique, etc. Donc c'était normalement le but de l'exercice, là, de commencer à vous faire réfléchir à des questions qu'on pourrait poser en entretien. Je pense qu'on va pas avoir le temps d'arriver à la grille, mais on va peut-être quand même avoir le temps de faire un petit brainstorming, commencer à noter quelque chose, et puis on verra la grille collective ensemble dans 15 jours. Ouais. Du coup, si on travaille sur la réception, on va devoir sélectionner quelques entretiens avec des points communs, et ensuite en faire une analyse, c'est ça ? Oui, alors en fait, plutôt pour la sélection des entretiens, ce qui serait intéressant, c'est que d'abord vous fassiez votre entretien, ou au moins vous sachiez avec qui vous voulez faire votre entretien, pour sélectionner des entretiens qui sont pertinents à comparer avec votre nouvel entretien. Voilà, soit pour mettre en évidence des différences, ou au contraire pour mettre en évidence des points communs. Mais voilà, il faut essayer de constituer un petit corpus d'entretien à analyser à peu près cohérent, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ouais. Moi, c'est concernant l'évaluation numéro 2. J'ai pas compris si elle était... La deuxième évaluation? Oui. Oui. Alors, la deuxième évaluation, globalement, c'est ce qui correspond au rattrapage. En fait, si vous n'êtes pas familier avec ce fonctionnement-là qui est assez spécifique à Paul Valéry, on distingue donc la première évaluation et la deuxième évaluation. Et la deuxième évaluation fait office de rattrapage. Mais la différence avec des rattrapages à proprement parler, c'est que vous pouvez faire la deuxième évaluation même si vous avez déjà validé à la première et que vous voulez juste essayer d'améliorer votre note. Le principe, c'est qu'on va garder la meilleure des deux notes, dans tous les cas, entre la première et la deuxième. Et voilà. Évidemment, on vous encourage quand même toujours vivement à faire la première, puisque comme ça vous laisse l'opportunité de vous rattraper. Mais l'exposé, du coup, il fait office de deuxième évaluation? Non, l'exposé, il est pris en compte dans la première évaluation. Il est pris en compte uniquement si ça vous améliore votre note. C'est-à-dire que ça rajoutera des points bonus si c'est... C'est-à-dire que ça compte pour 1/3 de votre moyenne du semestre si ça fait monter votre moyenne. Si ça la fait baisser, on ne compte pas. Ok. Comme c'est facultatif. Okay. Voilà. Encore d'autres questions? Ouais. Juste pour être sûr, la problématique qu'on a tous en commun, c'est comment les pratiques d'écoute de livres audio s'articule-t-elle à des pratiques de lecture traditionnelles souvent intenses selon le milieu social, le genre? Ouais, c'est ça. Et puis toute la suite. Ce que j'avais mis là sur la dernière diapo, effectivement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions pratiques? Je préfère effectivement prendre le temps de répondre pour que ça soit quand même clair pour tout le monde. Bon, sachant qu'on aura le temps d'en reparler également dans 15 jours. S'il n'y a pas d'autres questions, on essaye de faire J'espère que vous avez quand même eu le temps de réfléchir un petit peu à des questions qu'on pourrait poser aux enquêtés. Là, voilà, c'est un exercice pédagogique. Donc, en fait, peu importe que vous choisissiez de faire le travail sur la réception ou sur la production, comme on travaille sur une enquête dans ce cours, on essaye de vous faire toutes les étapes de la démarche d'enquête. Donc là, on a fait la construction de la problématique. Là, on commence à réfléchir très rapidement sur comment on construit un grille d'entretien. On fera un petit point sur comment on fait une enquête documentaire, etc. Comme ça, vous avez les petits points méthodaux à chaque fois. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme idée de questions qu'on peut poser aux enquêtés? Je vais essayer de noter un peu les grandes idées au tableau. Ouais? On avait pensé à commencer à travailler sur l'enfance et rapport au livre papier, parce que c'était plus facile d'en parler. Comme ça, on peut enchaîner ensuite sur les histoires racontées. Oui, alors là, je vous demande vraiment des exemples concrets de questions. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on pose comme question? Comment on formule les questions? Ouais. Non mais voilà, par exemple, si vous voulez interroger l'enquêté sur son enfance, son rapport au livre dans son enfance, qu'est-ce que vous allez lui demander concrètement? Est-ce que vos parents vous encouragent à lire? Ouais. Alors je vais noter plutôt des mots-clés, mais moi je vous demande de formuler des questions comme si vous les posiez aux enquêtés. Donc
je vais mettre encouragement des parents. Désolée, j'écris très mal. J'espère que ça va à peu près. Ouais. Pouvez-vous nous raconter la dernière conversation ou une conversation que vous avez eue à propos d'un livre que vous avez écouté? Ouais, des conversations à propos des livres. Ok. Ok. D'autres idées? Est-ce que tu peux me raconter la dernière fois que tu as écouté un livre audio? Ouais, dernier livre audio écouté. Tu vais écrire LA, je crois, hein, pour livre audio. Ouais. Est-ce que vous discutez de livre audio avec vos amis et collègues? Oui, ça rejoint un petit peu là, le point là, discussion à propos des livres audio. Oui. Le format, si c'est numérique ou CD. Ouais. Ou numérique. Ok. Oui. Est-ce que vous écoutez le livre audio? Où? Ouais. Lieu d'écoute. Oui. Quelles sont les pratiques de vos parents? Ça marche? Alors c'est un peu trop vague. Imaginez si vous, on vous pose la question, quelles sont les pratiques de vos parents? Vous allez vous dire, c'est-à-dire... Les pratiques de lecture. De vos parents? Ouais. Ah, de livres audio. Alors... En fait, je pensais plutôt lecture en général. Ouais. Mais du coup, ça serait, est-ce que vos parents lisent? Ouais. Donc, lecture des parents. Ou est-ce que vos parents écoutent des livres audio? Ouais. Encore, j'avais plein d'autres mains levées. Allez-y. Quelle a été votre première expérience avec un livre audio? Ouais, première expérience avec les livres audio. Je mets contact, c'est plus facile. Et je mets LA pour livre audio. Oui. Qu'est-ce que vous aimez quand vous écoutez un livre audio? Oui, je sais pas comment noter ça sous forme de mots-clés. Appréciation. Pardon? Appréciation, les appréciations. Ouais, intérêt, appréciation. Ouais. Quel est votre niveau d'études? Ouais. Ça marche par là. Oui. Lisiez-vous beaucoup avant de commencer les livres audio? Oui. Habitude de lecture, du coup? Oui. Est-ce que vous écoutiez enfant plus des livres audio de type éducatif ou plus des histoires, des romans? Du coup, ça serait... écoute enfant, type d'écoute. Ouais, encore? Allez-y parce que dans 3 minutes il faut que je disparaisse parce que j'ai un autre cours. Comment choisissez-vous le prochain livre que vous avez? Ouais, choix des titres, critères de choix. Allez. Ah, il y avait plein de doigts levés. Vous avez tout dit? Je sais pas trop comment expliquer, mais comment considérez-vous l'aspect économique? Combien d'argent vous êtes prêt à mettre? Ah oui, budget, livre audio. Ouais. Combien vous dépensez pour acheter des livres audio? Ou des livres en général. Ouais, d'autres idées? Bon, normalement, il faudrait qu'on remplisse le tableau, hein, mais on va pas avoir le temps. Est-ce que vous avez des publics que vous visez en particulier? Si oui, lesquels? Les publics? Des publics? Bah là, on vous interrogeait les auditeurs, hein. On cherche des questions pour les auditeurs. Ah, c'est les auditeurs. Ouais. Ah, moi je pensais les producteurs. Non, non, là, on interroge les auditeurs. On cherche des questions à poser aux auditeurs.
La grille d'entretien sur la réception. Du coup, le budget, ok. Ouais. Que ressentez-vous lorsque vous écoutez un livre audio? Ouais. Sensation, peut-être émotion. Hein, je sais pas exactement ce que vous voulez dire par ressentez-vous. Ouais, quelles émotions ça vous procure? Ouais. Lors de l'écoute. Oui. Après, leur âge, leur métier, leur genre. Ouais. Ouais. J'ai mis toutes les informations sociologiques. Hein, ça, c'est le profil social des individus. Ouais. Est-ce que vos parents écoutaient des livres? Oui, lecture des parents ou écoute. On peut rajouter ici, ou écoute de livres audio, ouais. Oui. Je suis pas très sûre, mais la durée d'écoute d'un livre audio. La durée d'écoute? En gros, si c'est un livre qui va durer 2 heures, 3 heures. Est-ce que vous préférez des livres courts ou des livres longs? C'est ça. Ouais. On pourrait demander combien de temps vous y passez. Je vais mettre durée d'écoute à préciser. Hein. Ok. Encore d'autres idées? N'hésitez pas, là on note tout. Puis après on essaiera de mettre un petit peu ça au propre la semaine prochaine. Et la fréquence, du coup, s'ils écoutent un livre audio par Ouais, mois, fréquence d'écoute, ouais. Oui. Je sais pas si ça a été dit, achetez-vous vos livres audio en CD ou dématérialisés. Ouais, on a dit là. Ouais. Est-ce qu'ils sont satisfaits par les offres auxquelles ils ont accès ou ils voudraient plus? Oui, ok. C'est d'écrire en l'offre disponible. Allez, encore 2-3 idées. À mettre en lien peut-être avec le lieu d'écoute, c'est est-ce que c'est une pratique individuelle ou collective dans l'écoute? Ouais, très bien. Écoute individuelle ou collective. Oui. est-ce qu'il y a des qualités que le livre physique n'a pas? Ouais, on pourrait dire de façon un peu large différence avec le livre papier. Ouais. Ça rentre dans les offres, est-ce que vous avez un abonnement au livre audio? Oui. Je rajoute là. Ouais. Allez, dernière idée? Ouais. Pourquoi préférez-vous tel ou tel type de livre audio, tel type de Oui, donc en fait une question sur les goûts. Hein, quel type de livre audio vous écoutez? Hein. Ok, super. Alors on a déjà pas mal d'idées. Hein, vous les avez formulé pas mal de questions. La semaine prochaine, on essaiera de voir comment est-ce qu'on organise ces questions, dans quel ordre est-ce qu'on les pose, etc. Enfin, pas la semaine prochaine, pardon, dans 15 jours. Allez, bonne journée.